suis Jérémy Benamou, fondateur de The Tech Nation, et je suis ravi de vous accueillir sur ce nouvel épisode de notre podcast, The Tech Generation. Hello Maxime, merci beaucoup de nous accueillir chez Blabla à Paris, Blablacar. Ouais. C'est cool de venir te voir ici. Je t'expliquais un peu en off avant qu'on démarre l'épisode le principe. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet vaste, potentiellement épineux, parce qu'on va se demander pourquoi est-ce que l'IA fait peur. On va pas essayer de répondre, à savoir si elle a raison de faire peur ou pas. On va pas y arriver, on est personne pour y arriver encore. Voilà, donc un peu pour te faire un rappel pour toi et puis pour nos potentiels auditeurs, si certains, j'espère que tes proches nous écouteront et donc potentiellement c'est peut-être la première fois qu'ils écouteront ce jeune podcast The Tech Generation. Le principe, c'est que je vais te poser une question. On l'a un peu dit, mais on va se la formaliser dans 2 secondes. Et puis, tu vas m'y répondre d'abord comme si j'étais un enfant de 6, 7, 8 ans. En essayant d'être le plus pédagogue possible, du coup. Mais t'es un peu habitué à l'exercice, je crois. J'ai pas encore parlé d'IA avec mes enfants, mais ça peut juste être un bon exercice. Ouais, ça peut peut-être t'entraîner comme ça. Ouais. Après, on essaiera sur un mode itératif, tu m'en parleras comme si j'étais un ado, un stagiaire ou un jeune adulte, quoi. Plutôt quelqu'un qui arrive dans ton équipe. Et puis ensuite, comme s'il fallait que tu convainques un CEO ou un type un peu la tranche d'âge du dessus, quoi. Ok. Et voilà, après on parlera de toi. Et c'est tout, est-ce que ça te va comme programme ? Bah oui, on va essayer. C'est un sujet qui est compliqué, on se l'est dit en off, mais je pense que c'est un sujet très intéressant, il y a plein de choses à dire, il y a plein de contenus sur Internet qui vont dans ce sens. Mais après tout, apporter l'expérience d'un manager d'une boîte tech française, ça peut être bien, donc allons-y. Cool. Ok, et donc je t'ai un peu dit, mais pas complètement. La façon pour laquelle je te présente, on te présente pas formellement au début. Ouais. C'est justement pour pouvoir garder d'essayer de décorréler un peu d'eux. N'hésite pas à partager tes expériences, évidemment. Mais si les gens qui nous écoutent ont envie de se marrer, potentiellement, ils peuvent essayer de deviner, quitter ce que tu fais. Ouais, j'ai un peu spoilé là, désolé. Non, mais c'est pas grave. C'est comme ça, c'est les gens qui écoutent bien, ils auront les réponses plus vite. Mais on fait pas gagner d'argent aux gens de toute façon, donc c'est pas, y a pas de gros enjeux. Encore. Ok, bon bah du coup la question, je sais même pas comment bien la poser, tu vois, mais j'ai envie de te dire pourquoi est-ce que l'IA fait peur. Je vais la préciser un tout petit peu quand même parce que c'est trop vaste comme sujet. J'ai envie de te dire pourquoi est-ce que l'IA fait peur. J'ai envie de dire aux salariés. Je sais pas si c'est bien posé comme ça. Un enfant de 7 ans salarié, je sais pas encore, mais on va... Aux gens qui travaillent, pourquoi est-ce que l'IA fait peur par rapport à nos métiers actuels, par rapport à nos métiers. Tiens, tu sais quoi, d'habitude elle est mieux, elle est plus prête que ça, mais pourquoi est-ce que l'IA nous crée un peu d'inconfort dans nos métiers ? Beaucoup même. Donc là, je parle à mon fils Hugo. Ouais, donc tu parles à Hugo, d'habitude tu parles à Jérémy de 7 ans, mais tu parles à Hugo qui a 8 ans, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Et donc tu essaies de lui expliquer ça. Il y a plusieurs choses, et effectivement, les 3 tranches d'âge, je pense que ça va être un peu de redite, parce qu'il y a beaucoup de choses en commun. Mais déjà, sur un enfant, si l'enfant me dit peut-être qu'on clarifie un peu de ce que je comprends dans ces mots, mais donc l'intelligence artificielle, moi je la qualifierais comme une invention de l'être humain qui vise à synthétiser un peu la manière dont le cerveau fonctionne, ou on va dire plus généralement l'humain fonctionne, et du coup créer en output, créer du contenu. Je sais pas si mon fils parle anglais encore, mais... je vais dire un output. Mais qui a un résultat, qui fait beaucoup de choses, et je pense que ce beaucoup de choses et cette multitude de choses, c'est en grande partie la source de nos craintes. Donc encore une fois, c'est peut-être mal dit à un enfant de 8 ans, mais je pense qu'on est totalement débordé par ce phénomène-là, parce que ça touche tous les domaines, et même à son âge, en fait, à 8 ans, il va avoir de l'IA sur des applications mobiles, où là, moi j'ai une application pour discuter avec lui, et il peut y avoir des bots qui répondent en fait pour certains usages. Donc ça, c'est
d'être noyé constamment par quelque chose qu'on commence juste à appréhender, je pense que ça crée beaucoup d'inconfort. Et ensuite, je pense que une des craintes pour les novices, on va dire, c'est ce côté un peu magique de dire y a quelque chose qui se passe, je suis pas capable de comprendre dans les détails en fait comment c'est construit et même ce que ça peut faire, mais je vois des résultats qui sont un peu magiques et ça, il y a l'effet waouh du truc magique de ChatGPT où on s'amuse, ou même de génération d'images, choses comme ça. Mais rapidement, je trouve qu'on tombe dans justement cet inconfort de est-ce qu'il y a quelque chose là qui est en train de nous dépasser. Donc un enfant de 8 ans, je pense que je l'expliquerai comme ça, quoi. C'est quelque chose qu'on a créé en tant qu'être humain et dont on a peur qu'il y ait des débordements parce que c'est trop à l'échelle, quoi, on va dire. Et potentiellement, je me dis que peut-être qu'Hugo, il a entendu à l'école un de ses camarades dire que son père avait dit, tu vois, que de toute façon l'IA allait piquer tous nos boulots, tous nos jobs. Qu'est-ce que si Hugo il rentrait de l'école et qu'il te disait ça, qu'il disait papa, pourquoi il a dit ça à lui, tu lui répondrais quoi? Ouais, c'est la question, on va dire, classique, et je pense qu'il nous inquiète tous parce que on a tous un métier et même nos enfants, ils ont envie que leurs parents aient un métier ou que eux-mêmes aient un métier. Moi, souvent, j'essaye d'aborder cette question via l'angle de la robotique, qui est un peu plus parlant pour les gens, parce que effectivement, dans les champs, par exemple, on a des robots, dans les péages autoroutiers, c'est un peu plus visuel pour nous, et donc, en fait, comment je vulgarise ça, c'est le fait que un robot est fait pour une tâche, et qui va effectivement remplacer l'humain sur cette tâche, mais que même pour un métier donné, cette tâche, c'était on va dire un pourcentage de l'ensemble de l'emploi de la personne, et que du coup, il y a très très peu de cas où la robotique, où l'IA est capable de complètement gommer 100% des tâches d'un être humain dans son job. Ça arrive, il ne faut pas se le cacher, puis on va en parler, mais il y a plein de cas où oui, il y a des tâches et même des jobs qui vont disparaître, mais j'essaierai, je ne sais pas si je dois le rassurer ou conforter dans la peur sur ta question, mais en tout cas, moi j'essaye souvent de faire le parallèle avec la robotique en disant, attention, on crée quelque chose pour un besoin particulier, ça répond à ce besoin, et c'est ok. Et tu dis un truc qui est très vrai, en fait, c'est peut-être même pas encore le moment de le rassurer, ou en fait, la première étape, c'est peut-être juste de comprendre, quoi, de comprendre ce qui se passe autour de nous et de comprendre ce qui se passe avec l'IA. Donc finalement, son objectif à 7, 8, 9, 10 ans, c'est peut-être ça, c'est de comprendre ce monde qui l'entoure. Non, mais là, tu touches un truc qui est hyper important, et je pense que c'est vrai pour les enfants, mais comme tout le monde, comme les adultes, c'est que c'est ce besoin de cadre pour être on va dire en bonne santé mentale. Il faut un cadre qui soit plutôt clair, et ça c'est vrai pour la parentalité, le management, et donc au final nous on évolue tous dans des cadres, et donc le but de celui qui maintient le cadre, du papa, de la maman, du manager, c'est de clarifier ce cadre, et le fait qu'il n'y ait pas trop d'incertitude là-dedans, et ça rassure l'être humain à tous les âges. Et là, en fait, on est en train de nous mettre quelque chose qui est vraiment à l'échelle. Quand je dis à l'échelle, c'est que c'est à la fois dans nos métiers, mais à la fois dans nos véhicules, dans nos téléphones, dans la presse. En fait, on est noyé par ça. Et donc, on a ce truc de... Est-ce que ça touche pas le cadre? On comprend plus trop. Et donc ça, c'est très inquiétant, je pense, pour tout le monde, même les adultes, en fait. Ouais, clairement. Ok, tu sais quoi, ça fait une bonne transition, je pense. On peut passer à un autre rôle, un autre vrai rôle de ta vie, peut-être potentiellement. Ouais. Là, je suis plus. Enfin, tu parles plus à ton fils, mais tu parles. On dit souvent quelqu'un qui a plutôt 18-19 ans, qui arrive pour travailler avec toi, qui arrive dans ton équipe, et puis on va dire que c'est sa première expérience professionnelle. Donc, sur chaque épisode, on a toujours un peu
le même postulat, mais je pense que c'est quand même un postulat qui est sûrement dominant pour les gens qui rentrent dans l'âge adulte et dans la vie pro. Oui. C'est un espèce de paradoxe entre deux trucs, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois, contrairement à nous, avec quelques années de plus, ils ont été complètement bercés aux réseaux sociaux. Donc, potentiellement, à celui-ci, l'IA lui paraît plus naturelle. Il va l'embrasser plus facilement. Mais en même temps, il est peut-être bercé de pas mal de peur, quoi. Et finalement, comme il rentre dans sa vie professionnelle, il sait peut-être pas à quoi elle va ressembler. Je sais pas, si t'avais une conversation avec cette personne, tu lui dirais. Ouais, je suis content que tu laisses le cadre assez ouvert pour le coup, parce que c'est vraiment, je pense, une conversation qui sera mêlée de plein de choses. Et notamment plein de sujets compliqués sur, par exemple, la maturité de l'IA, qui est à la fois partout, on l'a dit, c'est à l'échelle, donc on le voit partout, mais à la fois très immature. Donc techniquement, l'IA générative, voilà, qu'on connaît, fait pas a des résultats magiques, mais touche rapidement les limites. Donc il y a ce côté un peu... on arrive dans le monde du travail, on sait que c'est partout, donc il faut utiliser cet outil-là, mais en fait il n'est pas prêt. Et en même temps, la plus grande peur, je pense, dans cette tranche-là particulièrement, c'est justement que tout ce qui est tâche remplaçable dans n'importe quel boulot va toucher probablement les juniors dans les jobs. Ouais. Parce qu'on parle d'IA générative, donc qui va pouvoir générer du contenu, du code, n'importe quoi, mais sur des choses qui sont redondants, très cadrés, avec une consigne claire, et qu'on va en fait avaler à la chaîne, quoi. Ouais, les tâches de, entre guillemets, production un peu basiques. C'est ça. Et ça, j'écoutais justement une vidéo ou un podcast, je sais plus, sur l'impact sur la presse, sur le monde de la presse, où en fait il y avait des débats autour de est-ce que l'IA générative finalement va pas juste générer tous les articles d'un journal. Et il y avait justement ce parallèle-là avec les pigistes, quoi, les juniors. En fait, quand on arrive dans une boîte de presse, ce qu'on fait, c'est la nécrologie. Enfin, c'est des choses qui sont très cadrées, très normées et qui sont reproductibles. Et ça, en fait, ça nous met le pied à l'étrier. Et après, on grandit, on voit le monde de l'entreprise et tout. Et donc là, en fait, on est en directe concurrence avec un IA génératif qui pourrait faire ça parce que c'est plutôt simple, c'est cadré, ça recrée du contenu. Et donc, il y a une certaine concurrence qui est plus forte que des profils seniors, où on va se dire, en fait, le job d'un senior, c'est effectivement avoir acquis toutes ces tâches un peu redondantes, mais d'avoir un état d'esprit beaucoup plus large, un leadership transverse. Mais en fait, ces profils seniors se sont nourris de micro-tâches pendant les premières années de leur carrière. Et donc, je pense qu'il y a vraiment une inquiétude autour sur ces profils-là qui sortent d'école où on se dit, en fait, ça se trouve, j'ai un cap à passer qui est beaucoup plus grand que mes prédécesseurs, quoi. Parce qu'on arrive en entreprise, on doit direct faire des tâches qui sont au-delà de l'IA et donc au-delà des trucs assez simples. Et au risque de caricaturer un peu la Gen Z, souvent, quand on est un peu plus vieux, on dit que la confiance en soi, c'est sûrement une des belles qualités, mais c'est des trucs qu'on comprend moins quand on a quelques années de plus. Mais l'exemple du pigiste, moi, je l'ai bien aimé. Donc, en fait, je me dis, si je suis ce Jérémy qui arrive en stage chez toi, et que je suis plutôt optimiste et que j'ai une confiance en moi, je vais te dire, génial, super Maxime. Du coup, moi, j'ai pas besoin de me taper la rubrique nécrologie, j'ai pas besoin de faire tout ça, donc j'ai pas besoin de faire ces tâches. Enfin, à la limite, je peux manager mon IA pour qu'elle me fasse ces tâches normalement attribuées aux stagiaires. Et du coup, tu vas pouvoir me faire des trucs plus sympas. Oui, exactement. Et en fait, c'est vraiment là où je pense il va y avoir des grands écarts en fonction des industries et des entreprises. Parce que il y a des entreprises qui vont embaucher des jeunes, on va dire, qui sont bercés à l'IA là pendant ces années-là et qui vont arriver ou qui arrivent là en ce moment dans l'entreprise, et qu'en fait ils sont presque plus évolués que les gens en place pour créer ce backlog de travail de petites tâches, et donc en fait ils vont être plus productifs que nous on l'était, on va dire, quand on a commencé à travailler. On va pas dire quand on a commencé à travailler, mais voilà. Et donc en fait il va y avoir un décalage entre
les valeurs de l'entreprise, comment l'entreprise laisse l'IA générative évoluer au sein de ses équipes, au sein de son entreprise. Et donc il y aura des gros gaps entre les mêmes profils qui seront sortis d'école et qui auront fait 2 parcours dans 2 boîtes différentes. Culturellement, si une entreprise a adopté l'IA, et ben, il y aura une différence, bonne ou mauvaise. Je dis pas du tout qu'elle sera en avance sur celles qui ont plutôt freiné et mis l'humain en fait au centre du jeu, sur ces tâches-là encore une fois. Mais en tout cas, ouais, il y a un écart qui va se créer de fou. Et il y a quelque chose qu'on voit aujourd'hui dans le quotidien, c'est la différence qu'il y a entre les gens qui manient correctement l'IA générative, enfin, notamment ChatGPT, on va dire, et les autres, sur la reformulation de texte, sur la définition, enfin, sur reformuler en grosso modo ce qu'on est en train de dire, ce qu'on veut dire. On a une idée, on veut le reformuler, le retravailler avec un compagnon IA. Il y a des gens qui ont embrassé cette pratique, qui produisent du contenu asynchrone beaucoup plus... enfin mieux qu'avant, versus d'autres profils qui n'ont pas embrassé cette techno pour plein de bonnes raisons, ou de mauvaises raisons, mais pour différentes raisons. Et donc là, on commence à voir un gap entre, sur des sujets comme la productivité, ou même la qualité de l'écrit, ou les fautes d'orthographe, mais voilà, c'est basique, mais comme ça couvre plein de domaines, mis bout à bout, on peut voir un décalage entre... On va avoir de moins en moins de fautes d'orthographe sur les posts sur les réseaux, en fait, au final. Sur les posts sur les réseaux, mais même au sein même d'une entreprise, en fait. Il y a un usage qui est très développé de faire prévalider les textes qu'on envoie, à la fois dans les mails, dans les chats, dans des définitions de documentation, des choses comme ça. Et donc, on peut voir un décalage de qualité, et... je pense que l'enjeu du truc, et ça sera peut-être une question pour le CEO, mais il y a un... Et j'oublie ce que je voulais dire dessus, mais on y reviendra. Et tu sais quoi, et j'avais envie de te relancer sur un autre truc. Si je sors de cette personne qui arrive dans ton équipe, donc à la limite, celle-là, elle est un peu cadrée, et que je te positionne, je sais pas si t'en as un dans ton entourage, mais que tu parles à ton petit cousin, ou ton petit neveu, ou en tout cas quelqu'un que tu croises, qui a fini ou qui va bientôt finir ses études. Et j'y pense parce que j'ai eu une discussion très intéressante avec quelqu'un il y a quelques jours, et qui, comme peut-être certains d'entre nous à une certaine époque, ne sait pas bien comment se positionner. Il a fait quelques études, mais il sait pas trop finalement s'il va faire du marketing, du commerce. Et puis il y a aussi des tâches qu'on aurait appelées avant dites d'ingénierie qui lui deviennent accessibles, même s'il n'a pas fait des études tech. Peut-être pas des trucs très deep, mais ce qu'on appelle les product builders, etc. Si c'est pas bien où aller, tu aurais quelques conseils à lui donner qui seraient différents maintenant que quand nous on est sortis de nos études et qu'il n'y avait pas ou pas beaucoup d'IA? Je sais pas vraiment si l'IA peut nous aider à choisir notre voie professionnelle ou même notre... Je pense que ça serait dangereux de le prendre dans cet ordre-là. Je pense que l'intelligence artificielle, c'est le climax de l'hyperproductivité, la recherche de l'hyperproductivité, et qui pour le coup est pas... Enfin, pour le coup, je pense c'est une question à part entière, avec beaucoup de choses positives et beaucoup de choses négatives autour de ces enjeux. Mais du coup, c'est vraiment un outil de surproductivité. Et donc, elle doit jamais être à la source de la création, quoi. Okay. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est... important, il faut absolument qu'on ait les pieds sur terre et la maturité d'utiliser les compagnons intelligence artificielle, et c'est pas pour rien qu'on les appelle les compagnons, comme des compagnons, quoi. Faut pas aller sur ChatGPT en disant qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie. C'est vraiment de la contre-validation de j'ai plusieurs pistes dans ma vie, j'aime bien faire ça, est-ce que tu pourrais m'aider? Quel domaine tu verrais, mais faut vraiment aiguiller et s'en servir comme un compagnon et pas y aller parce que c'est là où ça commence à être vraiment pour le coup contre-productif. Bien sûr. Parce que encore une fois l'intelligence artificielle c'est magique, mais ça marche moyennement, et donc le contenu généré, c'est juste une chaîne de caractères avec de la probabilité maximum d'enchaîner ce caractère plutôt qu'un autre.
Et donc on en est là. Donc il faut quand même mettre notre cerveau au cœur du, au cœur du problème, quoi. Ok, trop cool. Mais par contre, on peut l'utiliser sur effectivement, comme quand on va voir une conseillère d'orientation, on lui met du contexte, on lui expose ce que c'est nos passions, nos vies, nos aspirations, de où on veut vivre, dans quel domaine et tout, et elle se réfère à plein de choses pour nous aiguiller, mais ça peut être une utilisation. Ouais, je te rejoins un peu, je trouve que pour être hyper honnête, c'est un peu là où je voulais en venir, c'est vrai que ça, potentiellement, si c'est bien utilisé, ça lisse un peu les chances au final. En fait, tu prends l'exemple de cette conseillère d'orientation, moi je me remets à une certaine époque, et puis tu te dis, bah finalement, si tu as la chance d'être dans un environnement déjà où elle existe, la conseillère d'orientation, ensuite elle est sympa, elle a le temps de te recevoir, elle comprend, etc. Avant, il y avait quand même un peu d'incertitude pour avoir les bonnes personnes, les bons conseils. C'est pas magique, tu l'as dit, ça résout pas tout, mais c'est vrai que avec des outils qui maintenant, en tout cas, on a la chance d'être en France, en Espagne, en Europe, normalement, presque tout le monde a accès à une connexion Internet. Donc ça lisse un peu le game, quoi, finalement. Bah, en fait, exactement, mais c'est pour ça que je parle d'hyperproductivité, c'est juste que ça nous donne accès à quelque chose de plus. Et on parlait de l'orthographe, mais c'est tout bête, hein. Mais on est tous allés à l'école, mais on n'a pas tous eu la même éducation non plus, les mêmes parents qui étaient derrière nous. Et donc, en fait, dans le monde du travail, on se retrouve avec des profils qui écrivent très bien français, qui ont parlé, qui sont très assurés, qui écrivent rapidement. Et donc, du coup, ils ont, mathématiquement, ils ont de fait plus de chances de progresser dans l'entreprise, ils ont une meilleure image, on a une meilleure image d'eux, versus des gens qui seraient peut-être un peu plus à la traîne, qui feraient des fautes à chaque mot. Et donc l'IA, le fait de faire corriger un texte rapidement et en fait, du coup, d'avoir une version un peu plus améliorée de ce qu'on a produit, et encore une fois, hein, c'est de ce qu'on a produit, c'est un compagnon. C'est pas je veux shooter un mail sur tel sujet, écris-le-moi. C'est j'ai écrit un mail et maintenant, qu'est-ce que t'en penses, quoi. On en parlera, ça c'est super important, de où est-ce que tu places l'IA dans ta hiérarchie. Ça, c'est un point qui est très très critique. Mais du coup, ça donne une meilleure version de toi-même. Et donc, ça lisse effectivement l'égalité, je pense. Ouais. Sur l'utilisation, encore une fois. Les impacts sont pas très... donc finalement, tu vois, c'est itératif, ça marche. Si je devais résumer un peu tout ce que tu as dit, c'est toujours pareil, quoi. C'est bien comprendre les enjeux. Finalement, selon qui t'es, ta personnalité, ton contexte, potentiellement, ça va te rendre plus inconfortable. Enfin, ça va te mettre dans l'inconfort ou pas. Mais quoi qu'il arrive, en fait, toi, ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas encore capable de savoir si c'est plutôt génial, plutôt dangereux. Mais en tout cas, c'est là et il faut faire avec et il faut savoir l'utiliser et le comprendre correctement. Tout est vrai dans ce que tu as dit. C'est-à-dire que c'est là, on ne peut pas le nier. Ça, c'est vraiment dangereux. Et là, je me place comme un salarié d'une organisation qui a une responsabilité dans l'orga. Si je mets des œillères où je demande à ma direction de surtout se mettre des œillères sur ce sujet, je pense que c'est pas la bonne manière d'aborder le sujet pour une entreprise. Donc il faut pas le nier, c'est sûr. Maintenant, c'est le gros problème de l'intelligence artificielle, c'est l'accès au grand public. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, beaucoup de gens qui font des parallèles avec l'arme nucléaire, et je trouve que c'est assez violent et assez, pour le coup, très drama de faire ce parallèle-là, mais je comprends l'idée. C'est de se dire qu'en fait, on a créé quelque chose... je fais juste un parallèle sur on a créé quelque chose. On a créé quelque chose qui est très rentable et dont tous les leaders de l'industrie, plutôt tech, s'engagent dans ce quelque chose qui crée une énorme compétition et donc en fait une énorme bataille à coup tout le monde accélère sur le sujet, donc avec tous les impacts qu'on a sur la consommation, la planète et même les gens, je pense que ça les rend fous dans ces boîtes-là qui lead ce marché-là. Donc on a créé quelque chose qui est très rentable, donc en fait qui crée une guerre économique. Et on l'a créé et ça marche
ça fonctionne, mais ça marche pas, ça ne remplace pas un être humain ou une intelligence collective, enfin voilà. Et on le donne quasiment instantanément. Alors l'IA, ça fait des dizaines d'années que ça existe, et entre le moment où le grand public a connu ChatGPT et ce qui est devenu l'IA, enfin comment a été créé l'IA, il y a une dizaine d'années, mais on le donne assez rapidement au grand public, et c'est là où en fait tout le discours qu'on a, nous deux, et qui est un discours assez sensé, et on n'a pas vraiment besoin pour vivre parce qu'on travaille tous les deux dans des équipes, et au final si moi je fais plus de fautes d'orthographe parce que j'ai pas l'IA ou que j'écris un peu moins vite un document, c'est pas grave, mais j'ai cette hauteur sur le sujet qui n'est pas du tout le cas du grand public, et c'est là où est le danger, et je reviens sur ma parenthèse sur l'arme nucléaire, c'est qu'on a créé quelque chose qui manipule le langage de l'être humain. Et le langage, en fait, c'est le truc, depuis qu'on existe, c'est ce qui nous fait évoluer. Ouais. D'échanger de l'information, c'est ce qui fait de nous ce qu'on est. On a évolué au maximum grâce au langage. Et là, on a émulé, on a synthétisé le fait de créer ce contenu-là. Et donc, en fait, on a créé une machine, qui est une machine au sens très imagé, mais une machine qui est capable de nous générer du langage. Donc, et c'est là où, en fait, c'est là où le parallèle avec l'arme nucléaire, quoi. C'est que c'est le truc le plus puissant que peut faire un être humain, en fait, manipuler le contenu. C'est potentiellement même plus puissant que l'arme nucléaire. Je sais pas, c'est assez drama de mettre le parallèle. Elle a un pouvoir physique, mais comme on s'en sert heureusement pas ou pas trop. Et on va en venir là, c'est notre landing point, on va dire. Mais pourquoi on s'en sert pas? Mais pour en arriver là, il faut dire ça, c'est que donc on manipule le langage, mais pas forcément textuel, ça peut être plein de sortes, la vidéo, l'audio et tout. Et notamment, j'avais vu un usage qui est, on a des outils maintenant qui enregistrent 4 secondes de conversation et qui sont capables d'après de continuer la conversation pendant 1 heure avec la même voix. Donc en fait, Merde, faut que je m'inquiète. Non mais c'est ça, c'est que le truc le plus basique où on pense, c'est en fait, imagine, il y a j'ai reçu un coup de téléphone avec mon fils, 8 ans, qui me dit qu'il a été kidnappé, et c'est sa vraie voix, c'est ses vraies intonations, et c'est là où en fait on part dans le drama de voilà, l'IA ça fait trop flipper, on va tous mourir à cause de ça. Mais mine de rien, le fait de manipuler le langage, que ça soit écrit ou vocal, ou même l'image, c'est très puissant. Et je finis la parenthèse sur l'arme nucléaire, c'est que l'arme nucléaire, il y a des gens qui se sont assis autour d'une table et qui se sont dit c'est trop dangereux, il faut qu'on régule ça. Et en fait, il y a tel pays qui pourront la produire, l'utiliser. C'est les accords de je sais plus quoi, Genève, ou je suis peut-être pas très bon en histoire, mais je me souviens que c'était un accord particulier. Et du coup, ça fait que c'est régulé et qu'on peut pas lancer des bombes n'importe où, alors qu'on peut faire la guerre, hein, mais par contre, il y a des limites. Et en fait, du fait de distribuer aussi massivement cet outil, on va pas l'appeler arme, on va être positif, mais cet outil de manipulation du langage à l'échelle sur tout le monde, que ce soit les enfants, les grands-parents ou même les employés, et sans régulation, c'est ce qui fait vraiment peur en fait à l'industrie et aux chercheurs qui sont dans l'IA, hein, j'avais vu une stat de fou qui était, je sais plus, mais je crois que 10% des ingénieurs AI, enfin vraiment des chercheurs autour de l'AI, pensent que l'AI peut take over l'être humain, quoi. Enfin, c'est genre un truc débile, mais tu dis, mais comment les gens qui travaillent dans une industrie ne peuvent pas avoir confiance à ce qu'ils produisent? Il y avait un parallèle sur l'aviation où on dit, imagine 10% des ingénieurs aéronautiques disent surtout ne montez pas dans nos avions. C'est trop bizarre, quoi. Et donc c'est cet accès au grand public qui est un peu qui est trop tôt et trop vaste. Et peut-être pour compléter abonder dans le même sens, mais en étant sur un truc un peu plus positif, le premier épisode de The Tech Generation, Lionel,
mon premier invité disait que ça va être c'est une invention qui va autant changer l'humanité que l'écriture. Et il n'y a pas très longtemps, j'entendais quelqu'un qui le comparait même entre guillemets, l'invention de la parole chez l'être humain. Et en fait, bon, ça, c'est les gens qui sont très, très sur le sujet, disent que ça va être un changement de paradigme humain. Il y a des gens qui le voient avec beaucoup plus de recul. Mais en tout cas, c'est vrai que dans toutes les conversations, ce qui est à la fois flippant mais passionnant, c'est qu'il y a un tournant, quoi, qui est en train de se faire maintenant. Ben ça, je sais pas. En vrai, je sais pas. Je sais pas répondre à ça. Enfin, ce que tu dis sur la parole ou l'écrit, ça rejoint ce que je dis sur le langage. Exactement. Donc ça, c'est sûr. Après, il y avait un livre qui est sorti, mais il y a, je crois, 10 ans, donc ça prend pas en compte totalement l'IA, les problématiques de l'IA, mais qui disait que ça parlait de la révolution informatique plutôt. Et est-ce que oui ou non ça avait bouleversé le monde? Et en fait, on a tendance, enfin, par défaut, moi je pensais oui. En fait, ça a complètement changé la face du monde. Et il le compare avec les révolutions industrielles qui se sont passées dans le passé, l'électricité, la machine à vapeur, enfin, je les ai pas tous en tête, mais en fait, ça a pas du tout bousculé l'économie à l'échelle de ces révolutions industrielles-là. Donc, est-ce qu'on est pareil avec l'IA? C'est-à-dire qu'est-ce que c'est quelque chose qui est finalement un très très bon complément à notre vie, mais qui va pas changer drastiquement l'économie? Oui ou non, j'en sais rien. Je suis pas très bien placé pour l'IA. Bon, on va passer à notre CEO parce que je me rends compte que c'est de ma faute. On a plus de temps. Non, le temps, c'est pas si important, mais j'ai moi-même décousu le plan traditionnel du podcast. Mais désolé. Allez, si on... Non, bah, encore une fois, c'est de ma faute. Mais pour quand même conclure le petit exercice, donc là, on change un peu d'angle, et puis après, on parlera d'autres choses, mais on change un peu d'angle, et là, je me mets dans la peau de quelqu'un qui a plutôt quelque chose entre 45 et 55 ans, qui est CEO ou dirigeant d'une entreprise. Là, j'ai envie plutôt de revenir un peu vers ton monde, puisque je suis pas CEO, mais... Non, mais t'as un poste à responsabilité dans une grosse boîte tech, et si tu croisais quelqu'un d'une autre boîte quand même assez tech, pas forcément une boîte très très tech, mais quand même assez tech, et que les gens n'y allaient pas, tu l'as un peu dit avant, et que ce CEO, il freinait lui des cas de fer, et qui faisait un peu l'autruche, et que vous aviez une conversation, tu lui dirais quoi? Bon, déjà, je pense que c'est rare, à ce niveau-là, un CEO qui freine des cas de fer sur un domaine qui est aussi structurant que... En ce moment, on va dire, parce que du coup, ça mettrait vraiment à risque pas mal de choses en termes de business. Mais par contre, je comprendrais, et c'est pour ça qu'on a fait ce podcast, c'est que quand on a parlé d'AI, tu étais très enthousiaste, et moi, je t'ai donné mon point de vue de dire, attention, moi, je suis manager, et en fait, il y a des gens qui sont terrorisés par l'AI, et qui vraiment, il y a un impact significatif sur leur bien-être à cause de cette... évolution, on va dire. Et donc, un des conseils que je dirais, alors, s'il freine des cas de fer, il a probablement des très bonnes raisons de le faire, mais du coup, c'est vraiment d'expliciter sa décision, parce que c'est tellement partout et ça prend tellement une ampleur énorme qu'il faut absolument savoir pourquoi il y a un go ou no go sur ce mouvement-là, et de se faire accompagner par... un groupe de personnes qui sont capables de vraiment détailler pourquoi ça rentre dans les valeurs de la boîte ou pas. Parce que justement, en fait, on va tomber de toute façon sur une population qui va être soit très informée ou soit pas du tout informée. C'est pas un sujet neutre, l'IA. Et donc c'est super dangereux d'avoir un avis fort sans le baquer d'arguments. Donc ça, c'est un conseil que je donnerais. C'est vraiment expliciter le choix et qui peut être compréhensible. Mais ce qui est cool, c'est que la conclusion est un peu la même. Tu dis à chaque fois, ce qu'il faut pas faire, c'est occulter. Enfin, tu peux embrasser ou refuser, mais ce qu'il faut pas faire, c'est occulter. Il faut être renseigné, on va dire, en pleine conscience sur ce sujet. Bon, ça, c'est vraiment des formations
à la fois professionnel parce que je suis manager et peut-être de papa, mais on en revient au cadre en fait. Hein. Si le cadre est pas clair, ça fait vraiment paniquer tout le monde. Donc si quelqu'un freine des cas de fer, faut vraiment qu'il dise pourquoi. Et pas forcément. Et je pense que le sujet est trop gros pour que ça soit une conviction personnelle. Ça c'est important. Il faut que ça soit qu'il soit entouré de son équipe et qui décrivent le pourquoi. Cool. Voilà. Et après, il y a plein d'outils. En fait, l'IA, l'autre jour, j'ai lu un truc qui disait qu'en fait, l'IA, c'était juste un nom pour dire quelque chose qui crée du contenu de manière artificielle, mais dont on n'avait pas inventé vraiment la fonction avant. Et donc, c'est un peu un mot fourre-tout. Et en fait, par exemple, si on développe une IA qui va être capable de comprendre des voix, et ben on va l'appeler voice, je sais plus comment, un translator si c'est capable de traduire quelque chose. Enfin, les utilisations de l'IA en fait switch après vers des définitions très claires et qui sont des outils en fait avec le temps. Et alors que l'IA c'est plus presque un mot fourre-tout. Bon, avec la D'ailleurs, là-dessus, je suis plus complètement sûr de te l'avoir dit, mais je vais profiter, je vais te le dire au milieu du podcast. mais ça rejoint encore complètement. On a pris le parti de le rendre dispo en français et en anglais. Oui. Et donc on va passer nos voix. C'est le petit truc un peu marrant, c'est que on n'a pas encore complètement compris comment Eleven Labs le faisait, mais l'intelligence, elle va décider de l'accent que tu auras. Donc peut-être que tu auras un super accent anglais ou peut-être que tu auras un gros accent français. Et si vous voit la caméra avec la moustache, tu vas mettre un accent mexicain. On croit, mais on n'a pas digué assez le sujet, mais on croit que dans une conversation, il va prendre et nos intonations et des potentiels anglicismes. Et que c'est comme ça qu'il va caler un peu ton niveau de maîtrise. Okay. Je l'ai pas étudié de manière assez scientifique, mais tous les invités qui ont un bon anglais, il leur a pas fait un trop gros accent. D'accord. Et tous les gens, genre moi, qui ont un anglais plus francophone, on va dire, on a des accents un peu plus prononcés. Et on n'est pas encore passé... on veut le faire comme on est, tu le sais, je te le disais, là on est chez toi à Paris, enfin chez toi, chez Blablacar, donc un peu chez toi aussi. Mais nous on est à Barcelone et donc on le fera aussi en espagnol, mais oui. Pour plein de raisons tech et puis pratique, et de coup on l'a pas encore passé en espagnol. Oui. Mais sur, je repense à, je sais pas si le sujet CEO est complété ou si tu veux. C'est comme tu veux, mais non, tu sais quoi, on peut passer à toi, parce que en plus depuis tout à l'heure on frôle le truc et au moins peut-être dans un premier temps, pour compléter un peu la discussion avant, si ça te va, je te propose de nous expliquer un peu ta fonction et peut-être de le lier avec tout ce qu'on s'est dit. Ouais. Et puis après, on va reparler un peu plus de ton parcours. Ok. Donc ma fonction, le titre c'est Head of Foundation, donc c'est en gros je suis à la tête d'un département d'ingénieurs, une cinquantaine de personnes, ouais, ils sont plus 40, qui sont des ingénieurs d'infrastructure web, on va dire. Et on est chez Blablacar, pardon. On est chez Blablacar, effectivement. J'aime bien le vulgariser en disant qu'un développeur, en fait, il développe des applications que le business lui demande, ou en l'occurrence le produit, quoi. Et donc son métier, c'est de créer une application qui fonctionne pour rendre cette fonctionnalité-là viable et que les gens ils l'aiment bien, en fait, ça soit joli et ça fonctionne. Mais en fait, cette application-là, en fait, elle tourne quelque part dans un data center ou dans le cloud, qui reste un data center, mais qui voilà. Et il y a un peu une différence entre créer une application, on va dire dans sa chambre ou avec quelques utilisateurs, et une application comme Blablacar qui est 100 millions de membres, qui est dans 22 pays, qui doit marcher en 24/7. Et en fait, il y a tout un set de compétences de développement qui est quand même nécessaire pour que cette application-là fonctionne à cette échelle-là, mais il y a aussi une compétence d'ingénierie de faire tourner une application pour autant de membres, que ça soit fiable, qu'on ne perde pas de données, qu'il n'y ait pas de bugs. Et donc ça, c'est le métier de mes équipes. Donc il y a 5 équipes avec des spécificités différentes. Et donc voilà, leur métier c'est de faire de l'internet, on va dire, de faire tourner des gros sites web à l'échelle et qu'on ait une application qui fonctionne. Puis le Blablacar est devenu tellement incontournable que j'imagine que maintenant, si tu as une indispo sur l'application, il y a plein de gens à qui ça va gâcher au moins la journée, voire plus, quoi, non ?
Ouais, c'est ça. Il faut pas d'indisponibilité, c'est sûr. Vous êtes presque un service public parfois quand il y a des grèves, etc. Blablacar prend presque le relais sur les choses. C'est vrai. Alors, si t'as bien écouté ma phrase d'introduction, on est dans 22 pays et les grèves, c'est quelque chose d'assez local. Donc, ça n'impacte pas nos 100 millions de membres. En fait, on a 100 millions de membres un peu historiques. C'est plutôt un peu plus de 20 millions de membres actifs. On va dire en constant sur la plateforme. On est plutôt autour de 20 millions de membres actifs en mensuel, on va dire. Mais ça, c'est quand même une grosse application. Et donc oui, l'idée c'est justement d'avoir une application qui soit fiable 24/7 où on débranche pas l'appli pour mettre à jour, pour pousser des nouvelles fonctionnalités. Il faut que ça soit toujours là, toujours disponible. Et ça c'est un métier. Et donc on appelle ça le Site Reliability Engineer, donc les SRE. Et ils ont plusieurs casquettes. Voilà, spécificité en base de données, en infrastructure, en QA, en security. Et justement, pour lier un peu à tout ce qu'on disait avant, c'est marrant parce que moi je connais un peu ce métier, mais quand même de loin, à la fois on a l'impression que toi et ton équipe, vous êtes un peu le cœur du réacteur. Ouais. Et à la fois, on se dit que vous êtes quand même peut-être pas au centre de la tornade, quoi. Enfin, ton métier, finalement, il est quand même plus fondamental, plus palpable, en tout cas dans la tech. Oui. Il y a des gens à qui ça paraît très très abstrait, il y a des gens à qui ça va parler, mais dans la tech. Mais par contre, voilà, on se dit finalement, le sales ou le marketeur chez Blablacar, il va sûrement être beaucoup plus confronté, en tout cas beaucoup plus vite confronté à GPT que le SRE de ton équipe, non ? Tu parles du métier de SRE ou notre relation avec les Gen AI, parce que c'est deux choses différentes. Alors, en fait, mon équipe s'appelle, le département s'appelle Foundation, donc c'est assez bien trouvé. C'est pas moi qui ai trouvé ce nom, mais ça veut dire que c'est vraiment les fondations de la plateforme applicative de Blablacar. Donc c'est à la fois très structurant. Si ça marche pas, il n'y a pas de site, c'est tout. C'est presque binaire. L'intérêt de ces métiers-là maintenant, c'est que on arrive à faire des systèmes distribués qui font que quand ça marche pas, c'est localisé à une fonctionnalité, mais bon, ça peut être complètement un total blackout si ça va pas. Donc c'est à la fois très très structurant, c'est comme si tu cassais les fondations de ta maison. Ouais, et à la fois, on est l'équipe la plus loin du produit. Parce que le produit, ce qu'il va vouloir, c'est monétiser un pays et donc en fait développer des fonctionnalités plus smooth pour prendre des fees sur des trajets. Et donc c'est très loin de ça. Mais récemment, et c'est pour ça qu'avant on appelait ça les équipes d'infrastructure, ensuite on a appelé ça un peu DevOps, maintenant on appelle ça plutôt SRE, donc Site Reliability Engineering. Et en fait, le fait de les nommer Reliability Engineering, c'est un peu plus parlant pour, on va dire, le business ou l'entreprise. Et ce qui fait que ça rapproche ces ingénieurs du produit en ayant un discours qui est très clair et très simple, en disant, en fait, la fiabilité, ça doit être la fonctionnalité numéro 1 de ton service. Parce que tu peux avoir la meilleure appli, si elle ne marche pas, il n'y aura pas d'utilisateur. Donc en fait, on connecte ces deux mondes via plein de mécanismes, et notamment un grand chapitre de mon métier qui s'appelle les SLO, qui sont des objectifs de fiabilité de chaque feature, et qui permettent de connecter des métiers très très tech, très bas niveau, à un product manager qui veut que son flow de paiement il fonctionne. Et en fait, ça permet de faire cette discussion entre un product manager et un mec qui fait de l'infrastructure très très bas niveau. Et chose qu'avant on n'arrivait pas du tout à faire ce lien. Ouais. Rien à voir avec les AI, on est complètement en train de drifter sur... Non, mais c'est au contraire. J'ai essayé de retraduire reliability. C'est terrible parce qu'on sait qu'on va être jugé par l'IA sur notre niveau d'anglais avec ce mot. J'ai essayé de le retraduire et ça me venait pas. Exactement. Pérennité, non, j'ai pas le mot. Non, mais t'as totalement raison. Le mot le plus facile qui vient à l'esprit en premier, c'est fiabilité. Ouais. Mais c'est pas une définition complète. Et donc même en français, on utilise reliability. Donc c'est un peu... probablement qu'il y a une définition très claire, mais en tout cas, moi, je me suis posé aussi parfois cette question. Mais ouais, fiabilité, c'est le truc. Ok. Et donc, pour boucler un peu là-dessus, avant de repasser sur ton parcours,
Toi, dans ton équipe, justement, dans la vraie vie, tu disais, tu manages une cinquantaine de personnes. Ouais. Vous y êtes confrontés d'une certaine manière. Déjà, moi, j'ai envie de te demander, ma curiosité me donne envie de te demander si, dans une boîte comme Blablacar, qu'on imagine très tech, en tout cas vu de l'extérieur, Oui. justement, est-ce qu'on y va à fond? Est-ce qu'on fait hyper attention? Alors, tu nous as donné un peu des éléments de réponse, mais... Ouais. Un peu des deux. On y va, parce il faut surtout pas nier le mouvement. On y va de manière, à mon point de vue, très pragmatique et de la bonne manière. Parce que déjà, on parle de ces sujets-là ensemble, et je pense que c'est un point positif de l'histoire, en fait, on va dire, qui est de l'histoire locale à Blablacar et l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a des leaders techniques qui prennent un peu de hauteur sur le sujet et qui foncent pas tête baissée dans ce domaine. Donc ça, je pense qu'on y va correctement en partie pour ce genre de raisons. On y va correctement dans le sens où on a vu très rapidement la vague ChatGPT arriver chez Blabla. Et donc on a vu beaucoup d'usages autour de la GenAI, des LLM et notamment de ChatGPT. Et nos équipes de sécurité ont tout de suite senti le vent classique de dire en fait là on est en train juste de dumper la connaissance et même les données Blablacar dans un truc qui est pas chez nous. Alors, on peut envoyer des espèces de communications globales en disant attention, si vous faites corriger un texte, il faut pas qu'il y ait les chiffres de l'année ou quoi, et potentiellement. C'est ça qui est dur à juger, c'est qu'en fait, potentiellement, il n'y a aucun usage qui est fait pour entraîner des modèles, et ça, je pense que c'est vrai. Mais par contre, un chat GPT, ça va tourner. Enfin, je vais pas mentionner des noms d'entreprises, mais ils sont monitorés, leurs infrastructures sont monitorées par des partenaires, des entreprises qui font du monitoring. Ces entreprises-là, bien sûr, elles ont accès aux logs en fait, d'utilisation de choses qui sont envoyées chez ChatGPT. Donc en fait, en utilisant des outils comme ChatGPT, on fait fuiter beaucoup d'informations critiques, non critiques, mais d'une entreprise. Donc ça, on l'a très rapidement vu. Et ce qui est cool, c'est qu'on l'a tourné un peu en jeu. Chez Blabla, on a un espèce de hackathon tous les 2 fois par an qui s'appelle les Coding Night et qui est en fait un quartier libre pendant 24 heures pour nos ingés, enfin pour même tous les employés, mais qui c'est plutôt drivé par les ingés. Et très rapidement, ils se sont dit on va faire un blabla chat. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui ont pris ce mouvement-là, et je pense que c'est une bonne pratique, c'est de dire en fait on va prendre un LLM, sauf que toutes les données seront stockées localement, seront dans nos projets cloud sécurisés, dans des bases de données dont on a accès. Et donc en fait on aura accès aux fonctionnalités d'un LLM comme Gemini ou ChatGPT. Bon, en l'occurrence, pas ChatGPT, mais d'autres modèles, Claude, Gemini, etc. Donc, on aura les gens pourront utiliser cet outil-là à des fins assez critiques pour parler de leur métier, tout simplement, mais dans un contexte sécurisé. Et donc ça, c'est un signe que la boîte, elle prend le sujet, l'entreprise prend le sujet à la fois au sérieux, et à la fois de manière... En fait, on trouve des solutions pour s'y mettre sans se jeter n'importe où, quoi. Donc voilà. Ça, c'est sur l'usage uniquement, on va dire, employé, qui est, je pense, très critique, parce que là, ça nous touche tous. On parle de, justement, ce que je te disais, corriger les fautes d'orthographe, refaire lire des documentations. On peut même analyser des graphes, envoyer des graphes de n'importe quoi, des images, et en fait le LLM va te via les GenAI va te synthétiser ce que tu as envoyé. Et donc ce genre d'utilisation qui est très commune, il faut le prendre en compte parce que tous les salariés de toutes les boîtes dans le monde en ont besoin, c'est sûr. Ouais, clairement. Ok, trop cool. On sort complètement de l'IA de 2 minutes. Souvent, on la pose au début, mais moi, un des autres trucs qui me rend curieux, c'est de savoir comment on devient Head of Foundation de Blablacar. Et la question que j'aime bien poser, c'est quoi ton chemin? Alors, t'es peut-être pas obligé de nous raconter tous les détails de ta vie privée, mais c'est quoi le chemin qui t'a amené jusque-là?
C'est une bonne question. Bon, déjà, ça fait 10 ans que je suis chez Blablacar. Donc, j'ai été biberonné à Blablacar. Je suis arrivé en 2014 avec un profil tech de spécialiste en base de données. Et c'était l'époque où Blabla sortait donc du fameux covoiturage.fr qu'on a tous, où les Français connaissent un peu tous ce site, et passait à l'international avec l'ouverture de de 20 pays, quoi. Et donc qui dit croissance dit pression sur l'infrastructure, et donc en fait on est obligé dans ces moments-là, c'est des points de pivot de passer on a une équipe de dev avec quelqu'un qui fait un peu d'infra à des profils spécialistes, quoi, à quelqu'un qui fait de la sécu, quelqu'un qui fait du réseau, quelqu'un qui fait de la base de données. Donc en fait c'était l'époque où on a recruté un panel de spécialistes, sans parler d'expertise, mais vraiment des gens qui vont pouvoir se concentrer 8 heures par jour sur un domaine. Et donc ça a été mon cas sur les bases de données. Et en fait, la croissance ne s'est pas arrêtée. Les bases de données, c'est un domaine qui est assez complexe parce qu'il y a plusieurs types de bases de données, il y a plusieurs bases de données. Et donc en fait, rapidement, moi j'ai recruté des mains, de l'aide. Et donc je suis devenu un peu manager, mais manager, ce qu'on appelle head-on, quoi, qui produit aussi, qui est un ingénieur manager. Donc un peu un lead, on va dire, de une personne, deux personnes. Et à la fin, peut-être, c'est une équipe qui tournait autour de 4-5 personnes, qui est à peu près la moyenne chez Blabla des équipes, quoi. Et j'ai fait ça pendant 7-8 ans. On m'a toujours fait évoluer, apprendre plein de trucs. Il y a un accompagnement du parcours managérial chez Blablacar qui est très fort. Donc en fait, j'ai toujours appris en 7 ans. Et puis à un moment donné, j'ai levé la main en disant ça fait 8 ans que j'ai la même équipe. Imaginez que je veuille faire autre chose de ma vie, c'est quand même assez flippant parce que je suis vraiment dans un domaine de facilité, il faut absolument que je joue à autre chose. Donc on a cherché des possibilités. Et j'ai pris une seconde équipe qui s'appelle SRI, donc c'est donc des SRE qui sont plus concentrés sur l'observabilité, donc ils sont vraiment responsables de la plateforme d'observabilité. Et donc ça faisait un peu deux équipes, deux pôles. Et j'ai fait ça pendant quelques mois, ça s'est mal passé. La transition était violente entre du management où j'étais en totale zone de confort dans mon périmètre d'expertise, et donc j'avais vraiment une position de lead, à finalement un vrai poste de manager où je devais gérer deux périmètres et m'extraire un peu des sujets tech. C'est multifactoriel, mais c'est un moment de ma vie compliqué. J'ai fait un burn-out et je suis revenu de ce burn-out où on avait déjà mis en place les solutions, qui étaient que quand on a plusieurs équipes, ce qu'il faut, c'est des relais dans chaque équipe. Ça paraît complètement obvious, mais il faut le temps que ça se mette en place. Et donc quand je suis revenu, il y avait donc un leader en dessous chaque équipe, donc ça s'est très bien passé. Donc je me suis concentré vraiment sur coacher ces managers. Et j'avais beaucoup de temps pour le département fondation, donc qui est au-dessus de ces deux équipes-là, pour aider mon responsable de département, on va dire. Et donc j'ai passé une année formidable à faire du coaching de jeunes managers, beaucoup d'impact transverse, avec beaucoup de temps de qualité sur des sujets structurants. Et quand il y a des opportunités qui s'ouvrent après de changement de poste au niveau de la direction, c'est un parcours qui coche les cases, en fait, parce que on a eu de l'impact, on a coaché des managers, donc potentiellement on sait manager des managers. Et donc c'est comme ça que j'ai été nommé head of il y a 4 mois, fin 2024. C'est génial que tu... Et donc c'est le département qui m'a recruté il y a 10 ans, et dont j'en suis responsable, donc c'est une immense fierté, vraiment, parce que c'est trop bien. Et c'est très très cool que tu parles ouvertement, et même, j'allais dire, entre guillemets, que tu t'exposes sur un moment pas facile, et puis souvent dans les moments pas faciles, parfois après coup on n'en est pas le plus fier, et en fait tu l'as dit, je t'ai posé la question du chemin, et
c'est complètement ça. Et en plus, je me dis que finalement, dans la tech, ça doit être assez courant parce que il y a un peu, il y a un peu ce truc souvent dans la tech quand on évolue en termes de carrière. Soit j'étais expert, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais soit j'étais expert et du coup, quand j'évolue vers du management, la partie manager est difficile. Et l'autre biais, c'est parfois des gens qui vont vite vers du management et qui ont plus de mal à avoir la vision technique. Mais Ouais, non, mais c'est ça. Encore une fois, le burn-out, c'est un sujet qui est malheureusement très répandu. Je pense que c'est une expérience de vie qui est à la fin bénéfique parce que c'est un peu un passage, un dodan dans ta vie, et donc comme toute épreuve, c'est cool à la fin. ouais. Mais quand tu le prends, c'est pas terrible. Et moi, personnellement, ça venait du fait que dans mon équipe de base de données, donc ça s'appelait DBRE, donc DBRE, Reliability Engineering, mais sur un scope base de données, bah, j'incarnais totalement mon périmètre, mais toute la verticale du périmètre. J'adorais le métier de manager, de recruter, diriger les gens autour de moi, mais j'étais toujours d'astreinte et je faisais les roadmaps, j'incarnais réellement mon périmètre. Et donc le moment où tu élargis ton périmètre, bah, et notamment quand tu doubles ton périmètre, c'est-à-dire que c'est pas tant en termes de personnes, parce que je suis passé de 4 à 8, et donc manager 8 personnes, c'est pas fou, mais le fait d'avoir ces deux périmètres différents, bah, tu peux plus incarner le double périmètre. Soit tu le merges et tu crées quelque chose de cohérent, et donc c'est pour ça qu'il y a souvent des postes engineering director ou head of, et en fait qui managent quelque chose de cohérent, un groupe d'équipe qui est cohérent. Soit tu fais 2 fois ton métier d'engineering manager, et donc c'est ce que j'ai essayé de faire, et clairement ça ne marche pas du tout, parce que j'avais deux weekly sync le lundi matin, 2 closing week le vendredi, en plus de faire les 8 one-one, donc en fait après voilà, j'incarnais vraiment le périmètre 2 fois, et ça, c'est quelque chose qui est très classique. Moi je fais beaucoup de coaching de manager et en fait souvent on passe par cette transition, on a l'impression qu'on double son périmètre, il faut rien changer, il faut juste faire, parce qu'on faisait bien son taf avant, tout le monde nous disait que c'était cool, donc en fait on essaye de dupliquer, et donc non, il faut passer par des cassures de style de management, quoi. On est loin de l'IA là. On va peut-être revenir après sur l'IA. Non, on va finir avec l'IA. On a beaucoup parlé. Puis c'est un peu le sens de ce qu'on se dit depuis le début. À chaque fois qu'on discute, ça fait pas tout non plus. Non, mais ça peut être intéressant quand même parce que là, je t'ai parlé de comment Blablacar utilise l'IA pour ses employés. On a parlé de BlablaChat et je pense que c'est un sujet qui est intéressant. Il y a potentiellement plein de sujets autour du département data, que moi je gère pas du tout, et ça je pense que tu peux faire un podcast complet sur ce département-là, parce que là il y a des implications produits de l'IA sur la fraude, sur machine learning au sens large, quoi, qui sont super intéressantes. Mais moi, dans mon domaine de SRI, on découvre l'IA sous la forme d'un compagnon de troubleshooting. Donc là, bon, ton IA va me taper dessus parce que j'ai dit un anglicisme, mais d'investigation d'alerte, où en fait on a signé un design partnership avec une startup qui développe cet outil et qui nous permettrait, dans l'absolu, si l'outil fonctionnait, d'avoir un compagnon quand on investigue des soucis en production. Et donc je te l'ai dit, c'est quand même assez critique l'infrastructure, la prod. Et d'avoir cet agent qui permet de faire des pré-investigations, d'aller chercher dans un contexte distribué des corrélations entre des signaux de ça va pas, ça va pas, et du coup il y a peut-être quelque chose à regarder. Enfin, c'est très intéressant. Mais c'est justement ce sujet-là qui met sur la table la grosse crainte autour de... Mais en fait, on est en train de développer un robot de troubleshooting, d'investigation. Et clairement, c'est notre métier, en fait. On est Site Reliability Engineer, donc on doit passer une partie de notre temps à investiguer des problèmes de production. Et donc c'est là où est née un peu où moi j'ai vu les plus grosses craintes et peurs qui sont assez fondées
sur là on est en train de tester, d'améliorer et de rendre meilleur quelque chose qui peut faire une partie de notre taf. Ouais. Et Aussi la branche sur laquelle on assise. et ben, c'est la crainte par défaut de certains profils. Et c'est là où moi je trouvais la discussion intéressante parce que en tant que manager, bah, tu dois pas ignorer ce genre de mouvement d'innovation, mais tu dois quand même être à l'écoute de tes équipes parce que l'impact de quelqu'un de malheureux, c'est quand même l'un des cœurs du métier du management, c'est de mettre en énergie ton équipe. Et donc, donc ça, c'est juste si on pouvait utiliser ce podcast pour dire aux leaders ou même aux gros tech en fait, qui poussent plein de trucs autour de l'IA dans leurs équipes, de juste nuancer un peu leur push avec cet impact potentiel sur certains profils. Qui peuvent être des échos anxieux, qui peuvent être juste des très très à terre en disant que il faut mettre l'humain au centre du jeu et là c'est pas ce qu'on fait. Donc ça c'est des discussions qui sont intéressantes à avoir. Et t'as dit un truc hyper important, c'est que si c'est une certitude d'un métier que l'IA va pas remplacer tout de suite, c'est un bon manager. Et le bon manager, il prend en compte son équipe, les craintes et autres, et en l'occurrence c'est des choses qui sont capitales. Et tu l'as dit un peu, je trouve, à chaque étage de ce qu'on s'est dit, c'est vraiment c'est un peu l'état de conscience par rapport à ce qui se passe et comment est-ce que le groupe d'humains qui me concerne, ma famille, si j'ai 8 ans, mon premier boss ou mon équipe ou mon entreprise, comment est-ce que ce groupe d'humains il va ou n'y va pas, ou en tout cas va quelque part ensemble, quoi. Ouais, c'est vraiment se mettre au centre du jeu, quoi. Ouais. Et c'est là où je te dis, moi je suis totalement à l'aise avec l'IA parce que je sais que moi personnellement ou mon équipe ou l'humain en général est de toute façon au centre du jeu et que l'IA c'est un outil, un compagnon que voilà. Mais quand tu commences à mettre à essayer d'inverser et de mettre l'outil par défaut, c'est là où tu as toutes ces craintes-là. Et le fait que ça soit tellement global et tellement à l'échelle et partout que du coup, on a l'impression de voir de plus en plus d'usages où c'est l'outil qui est par défaut versus l'humain. Et donc, ça, c'est un peu chelou, quoi. Ouais, c'est clair. Cool. Dernière petite question, tu vois, là on en sort encore plus de l'IA potentiellement, complètement même. Non, c'est la petite question de Chériane Deca j'ai arrêté d'essayer de faire des transitions parce que de toute façon j'en fais pas des bonnes, donc on change de sujet. On va parler un peu d'impact, 2 secondes là, pendant 2 minutes pour clore tout ça. Pourquoi ? Parce que finalement on a beaucoup parlé de notre monde, de notre société, de ce qui nous entoure. Nous on a pris le parti chez The Tech Nation de se dire que et beaucoup de gens sont d'accord avec ça, on a changé d'époque en quelque sorte, et on peut plus se permettre de s'en foutre complètement de l'impact qu'on a sur l'écosystème qui nous entoure. Du coup, notre définition à nous, c'est de demander aux gens comment est-ce qu'ils s'efforcent d'avoir une balance positive ou au moins neutre sur leur écosystème, que ce soit dans une logique sociale, sociétale et ou environnementale. Est-ce que toi, dans ton quotidien, que ce soit de manager ou d'être humain ou autre, tu as des choses que tu fais ou que tu aimerais faire pour aller dans ce sens-là ? En tout cas, mon impact sur l'écologie, j'aurais pas du tout la prétention de dire qu'il est positif. Il est ultra négatif, comme tout Européen occidental c'est vraiment, on va dire, le shame, quoi, honteux. Donc ça, c'est je dirais pas je mange moins de viande ou je prends le train et du coup c'est cool, parce que non, en vrai c'est pas du tout ok notre façon de vivre, donc mon impact est négatif certainement là-dessus. Mon impact sur la communauté, on va dire, il est un peu plus disons que c'est ce qui me fait kiffer, quoi. C'est le côté comment tu peux inspirer des gens autour de toi via le métier de manager, bien sûr, mais ça peut être différemment. Et en fait, comment tu fais grandir collectivement des gens grâce à ton impact, à tes actions et tout. Et ça, c'est super valorisant.
Et c'est une des clés, je pense, du métier de manager, c'est d'avoir envie de faire progresser les autres. Et en fait, si tu fais ça, ça fait que moi, j'ai eu beaucoup de mentors dans ma carrière, donc ils m'ont fait grandir, j'essaye de faire grandir des gens, et donc en fait, tout le monde devient un peu meilleur grâce à cette envie de faire ça. Voilà, et sinon... C'est une belle conclusion. mais je vais clairement, en plus sur un podcast sur l'IA, je vais pas me risquer à parler d'écologie. Mais voilà, ouais. Ouais, il y a beaucoup de trucs qui rendent un peu... moi, je dis, ça me concerne que moi. Souvent, on se sent un peu schizophrène, quoi. T'essayes de faire un truc, et puis en fait, de l'autre côté, tu te rends compte que ton autre action, si tu les additionnes, t'en as une qui plus qu'annule la première en 10 secondes. En fait, on est né à un endroit, et on est né à une époque, et on est dans un contexte qui fait que... qu'on est un peu victime aussi de ça, même si on veut être super acteur, notre impact écologique et tout, il est désastreux, quoi. Et donc c'est un fait. Moi, je suis content de travailler chez Blablacar parce que c'est quand même une entreprise qui participe un peu avec la sharing economy à quelque chose, c'est sûr. Ouais, complètement, ouais. Ça fait quand même évoluer. Ça va dans le sens de l'histoire, à minima. C'est ça, et c'est pour ça que je suis là depuis 10 ans aussi, et donc c'est des valeurs que je partage vraiment. Après, sur l'utilisation, je sais pas, la réutilisation des matériaux, des vêtements, t'essayes d'avoir un peu un impact comme ça, mais il est nul, quoi, franchement. S'il y a des gens, j'ai pas écouté les podcasts précédents, mais qui disent qu'ils ont un impact positif sur l'écologie, quand une Apple Watch, un smartphone, non, je pense qu'il faut être réaliste là-dessus. Ok, cool. C'est la somme de tous les avis et toutes les actions de tout le monde qui font que c'est intéressant. Maxime, je pense qu'on a fait un bon gros tour. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Ah, cool, merci de nous avoir reçus ici à Paris chez Blablacar. C'est des super bureaux. Et puis à très vite. Merci à ceux qui nous ont écoutés de l'autre côté du micro potentiellement. On espère que The Tech Generation vous plaît. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci infiniment de nous avoir écoutés. J'espère que l'épisode vous a plu. Il a été coproduit avec Palmbox Agency, notre partenaire. À très vite.